suis ravi d'avoir la chance d'animer et de modérer ce panel sur le Buy Now, Pay Later. J'ai bien lu le titre, alors je suis pour rien dans le choix du titre, même s'il est intéressant. Donc je pense que le Buy Now, Pay Later, sous cet acronyme qui finalement cache pas mal de produits, et je pense qu'on y reviendra, ça vous parle tous. C'est un produit qui a eu un essor fantastique ces dernières années, probablement porté en partie par un boost Covid, mais en réalité aussi parce qu'il répond à un vrai besoin de marché des consommateurs et des marchands. C'est aussi dans ce ciel bleu un produit sur lequel on peut voir peut-être quelques nuages s'amonceler. Il y a eu quelques ajustements de valorisation de marché que vous avez tous vus. Et puis, il commence à y avoir quelques questions, notamment si on regarde des marchés étrangers, anglo-saxons, comme le Royaume-Uni, où se pose la question d'éventuels excès ou abus ou pratiques quelque peu agressives sur certaines populations qui finalement peuvent conduire à un risque de surendettement. Et donc, la question qu'on va essayer d'aborder, c'est finalement... y a-t-il effectivement un risque? Est-ce que finalement le Buy Now, Pay Later serait au crédit, ce que le Canada Dry est à l'alcool, si je peux me permettre la métaphore? Ça y ressemble, ça peut en avoir le goût, la saveur. Y a-t-il un risque de gueule de bois? Oui, non. Et si oui, que faut-il faire finalement pour s'en prémunir et continuer à garantir des pratiques saines et bénéfiques sur ce marché? Donc je pense que j'ai assez parlé. Je vais passer la main aux panélistes pour qu'ils se présentent avant qu'on enchaîne sur les premières questions et les premiers échanges. Alors, enchantée, moi je suis Jocelyne Amégandou, directrice générale de Django et membre du directoire de la Banque Postale Consumer Finance. Django, c'est l'acteur citoyen du paiement en plusieurs fois. On s'est lancé en mars 2022, donc ça fait 6 mois, bientôt 7, que nous sommes sur ce marché. Et notre ambition, c'est de devenir un acteur majeur tout en étant citoyen, puisque nous sommes une filiale à 100% de la Banque Postale et que notre ADN, c'est bien l'ADN citoyen. Alors, Marc Lanvin, je suis directeur général adjoint historique. Ça fait plus de 10 ans que j'y travaille chez Floa, qui était initialement Banque Casino. Donc nous, notre ADN au départ, c'est un ADN de commerçant. On a été pionnier du paiement fractionné puisqu'on l'a lancé en 2012 avec Cdiscount, mais Cdiscount l'avait lancé en 2004. On est leader sur ce marché. On est leader sur le paiement fractionné et les mini-crédits. Je ne sais pas s'il y a des nuages qui se présentent sur ce secteur. En tout cas, nous, en tant que leader, on est très attachés à ce que ce marché qui rend service à tout le monde, aux clients, aux marchands, aux fintech, continue à perdurer sainement, même si on est tous attentifs à ces nuages qui pointent à l'horizon. Jean-Louis Kiel, président de l'association Crésus, les chambres régionales du surendettement social. Nous avons une mission d'accompagnement des ménages et des entrepreneurs en situation de difficulté financière depuis 30 ans. Et en 2008, à l'occasion de la crise des subprimes, on a décidé de coopérer avec le monde économique et de proposer aux banques, aux institutions financières de nous confier leurs clients en difficulté dès les premiers signes de fragilité, de les accompagner pour prévenir le surendettement, renégocier l'endettement. Et on est également engagé dans l'éducation financière. On a 3 programmes d'éducation. On va auprès des jeunes dans les lycées, les collèges, les CFA, leur apprendre les règles qui régissent le budget et les former également à l'entrepreneuriat. Et depuis 4 ans, on a mis en place un agrégateur qui permet à chaque citoyen de gérer en temps réel son budget, de calculer les aides disponibles, d'avoir des alertes de fragilité. Et on propose aux banques, aux partenaires de le diffuser. C'est à but non lucratif. Donc on a d'une part une mission curative. Il est très difficile de parler d'argent en France. Vous savez, on a un problème d'éducation financière au sens large et on y a rajouté une mission préventive et peut-être à terme une mission prédictive, c'est-à-dire permettre à chaque citoyen de gérer son reste à vivre en temps réel. Et donc on est très fiers d'avoir des partenariats avec Floa, mais prioritairement, historiquement, avec la Banque Postale, donc Django.
Voilà. Voilà, donc comme vous le voyez, un panel d'experts. Donc peut-être avant de traiter la partie pain, puisqu'il y a marqué pain later, commençons par la partie peut-être du succès de ce produit, et notamment si on le place peut-être dans le contexte actuel d'inflation qui peut potentiellement être durable. C'est vrai qu'on peut imaginer que ce produit peut être encore plus pertinent quand on est face à des budgets des ménages qui peuvent être plus contraints par des dépenses obligatoires. Quelle est un peu votre vision sur voilà, les perspectives Buy Now Pay Later à court terme et dans ce contexte? Je pense qu'il y a un mouvement, qui est un double mouvement. La première chose, c'est que après 2 ans de confinement et malgré les injonctions de certains des consommateurs, aujourd'hui les Français ont envie de consommer. On a 8 Français sur 10 qui souhaitent dans les 12 prochains mois faire un achat important. Et ce que nous disent également les Français dans une étude qu'on a menée, Django, avec YouGov, c'est que 30% souhaitent payer avec du Buy Now Pay Later. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus une question de se poser est-ce que le Buy Now Pay Later et un paiement d'avenir, etc. C'est un basique. À côté de ça, effectivement, on doit contrôler, s'ajuster à un environnement qui devient plus complexe, à une réglementation qui va être un peu plus dure, et notamment on pense à la directive européenne du crédit conso qui vise à intégrer dans son champ le paiement fractionné. Donc on a ces 2 mouvements qui sont c'est un peu paradoxal, où on va devoir peut-être être plus conforme encore, être plus pédagogue, plus transparent par rapport à la situation des clients finaux. Et puis bien évidemment, aujourd'hui c'est un must, on doit accélérer dans l'équipement des commerçants. Oui, moi je dis toujours que le succès du Buy Now Pay Later, c'est les clients qui l'ont fait. C'est pas, si vous regardez les principaux sites de commerce, au départ le paiement en plusieurs fois, il n'a pas été tant que ça poussé. C'est les clients qui l'ont choisi naturellement. Pourquoi ? Parce que c'est une réponse instantanée, simple, inclusive. On n'est pas obligé d'aller montrer page blanche et ça enlève un stress qu'on a tous. Celui de quand on passe en caisse, de dire est-ce que ma carte, alors maintenant avec le sans contact c'est encore pire, est-ce que ça va passer ou pas passer? Et le Buy Now Pay Later répond à cette solution-là. Il répond aussi à un autre enjeu, c'est que sur le e-commerce en général, les gens payent en carte bancaire et quelle que soit leur typologie socio-professionnelle, il y a des moments où l'encours carte bancaire est atteint et on doit faire soit un achat plaisir, soit un achat contraint et on tape l'encours de carte. Le Buy Now Pay Later, il apporte cette fluidité. Et par rapport à toute la littérature, alors sur le succès du Buy Now Pay Later, sur le danger du Buy Now Pay Later, sur les liens avec le surendettement, il faut un petit peu raison garder. D'ailleurs, les études que nous aussi on a menées sur la clientèle montrent que les consommateurs de Buy Now Pay Later sont plus CSP+ que la moyenne de la population. Et sont aussi plus jeunes. Et c'est d'ailleurs, on en discutait avec vos équipes, c'est aussi un point de vigilance. Et les dangers qu'on voit venir, notamment à l'étranger, c'est surtout d'ailleurs sur le Buy Now, Pay Later, c'est-à-dire le paiement après. Ce qui s'est passé en Angleterre notamment, c'est le fait de ne pas payer du tout. Et nous, en tant que spécialistes du crédit, on sait que ne pas payer du tout un bien, c'est un risque supplémentaire. Donc, il faut être vigilant. Le Buy Now Pay Later a traversé les crises, a été un accompagnateur pendant le confinement. Et évidemment, en cette période d'inflation où il y a une tension sur les prix, le Buy Now Pay Later a toute son utilité. Si tant est qu'on le fasse avec vigilance et rigueur, en respectant une réglementation qui, on l'espère, va venir préciser les règles du jeu. Oui, je pense une partie du sujet, vous l'avez dit, le succès du produit, c'est parce que c'est simple, c'est fluide. Et donc, c'est assez facile, finalement, d'en contracter un et puis un autre, etc. Donc, ce qui peut finalement, et je pense que c'est ça qu'on peut voir dans la littérature, si on ne creuse pas, se dire, finalement, est-ce que je ne construis pas un encours similaire à un encours de crédit en répliquant facilement finalement des Buy Now Pay Later. Alors, il y a plusieurs choses à répondre à ça. C'est facile, mais il ne faut pas céder à la facilité. Donc, il y a une espèce de course à l'échalote parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui prétendent faire du Buy Now Pay Later. Certains cherchent à lever des fonds, certains ont du mal à lever des fonds. Bref, il ne faut pas faire de la croissance à tout crin. Nous, on refuse significativement des clients et
peut-être même plus en ce moment que par le passé, parce qu'on est vigilant sur le fait qu'il faut que les clients payent. On interroge le fichier des FICP pour être certain que le client n'a pas déjà des incidents. On fait tourner évidemment tous nos scorings qui sont valeureux et robustes depuis bien des années. Donc j'ai oublié ma deuxième intention, mais ça me reviendra plus tard. Bon, alors je vais compléter le temps que ça revienne à Marc. Donc effectivement, je pense que plusieurs acteurs utilisent des scorings. Nous-mêmes, on utilise le scoring de la Banque Postale Consumer Finance qui sert quand même les 11 millions de clients, la Banque Postale, et qui a prescoré 6 millions de clients. Donc c'est une base énorme. C'est presque le fichier positif en France, puisqu'en France, on n'a pas ce fichier positif. Mais au-delà de ça, nous, chez Django, on a voulu aller en avant et limiter le nombre de paiements plusieurs fois à 2 fois sur 35 jours glissants par marchand. Donc c'est vrai que ça peut nous couper d'une certaine activité, mais en réalité, ça permet aussi de contrôler dans une certaine mesure l'empilement de paiements plusieurs fois. Oui, c'est ce que je voulais dire d'une autre façon, c'est que le paiement fractionné, notamment, et pas le buy now, pay later, le fait que le client paye tout de suite un tiers ou un quart de son achat, fait que c'est le consommateur qui a la maîtrise. Aujourd'hui, avec les outils de banque en ligne, les outils d'agrégation, il voit ce qui se passe. J'ajouterais même que son banquier voit ce qui se passe. Moi, je dis toujours, moi, je peux faire 10 crédits conso en sortant, là, et mon banquier commencera à voir ce qui se passe, l'ampleur de la catastrophe, dans un mois, quand les prélèvements commenceront à tomber. Le buy now, pay later apporte au consommateur, au banquier, à l'establishment, un contrôle qui est aussi contrôlé par le fait que est-ce que le client peut déjà payer un quart ou un tiers de son achat tout de suite, ce qui est un bon indicateur du fait qu'il a quand même le début d'une capacité d'achat. Oui, vous l'avez bien dit, vous êtes issu d'établissements originellement qui viennent du crédit, là où d'autres acteurs peuvent peut-être être issus d'autres mondes. Peut-être donner la parole à Jean-Louis, parce que vous êtes aussi, enfin, vous avez peut-être un autre prisme, et vous avez, comme vous l'avez évoqué, suivi les sujets de surendettement et de situations difficiles pendant... Le BNPL peut être un outil d'inclusion financière. Vous savez, en France, on prête au vu de la fiche de paye et du contrat de travail. Et les intérimaires, par exemple, les jeunes qui démarrent dans la vie peuvent avoir accès à un financement sous réserve qu'il soit responsable et raisonnable. L'un des plus grands échecs de Crésus, ça fait 30 ans qu'on promeut la mise en œuvre d'un fichier des crédits, un fichier positif ou central des crédits. On est un des derniers pays, le dernier pays européen à ne pas être doté d'un instrument qui permettrait de vérifier le nombre d'engagements pris par le citoyen. Et c'est vraiment regrettable parce que le FICP intervient très tard, quand il y a déjà le deuxième impayé. Donc, et très souvent, les ménages que nous accompagnons ne sont pas encore inscrits au FICP, au fichier des incidents de paiement, et ont une situation dramatique. Mais je pense que le fait que de grands acteurs comme la Banque Postale, BNP, s'engagent dans le BNPL, il y a aussi une question d'image, je pense, pour les groupes, de veiller à ne pas... à donner l'information aux citoyens au moment de la souscription du BNPL. On commence à avoir des dossiers avec 4, 5 BNPL, paiements fractionnés, qui n'ont pas été maîtrisés parce qu'il n'y a pas de symétrie d'information sur le marché. Alors on nous dit que la DSP2, les agrégateurs permettent d'avoir cette information. Non, parce que le paiement fractionné devrait conduire le citoyen à se projeter dans l'avenir et à tenir compte de l'impact du paiement fractionné sur son reste à vivre. Donc on a encore des progrès à faire. Cela étant, c'est un produit qui répond à un besoin sociétal, qui a une utilité, qui permettrait aussi pour des citoyens de pouvoir accéder à des produits de qualité, par exemple, à arbitrer en bénéficiant d'un paiement fractionné à des produits plus durables. Il y a bien sûr le problème moral, c'est-à-dire de surconsommer dans une période où il faudrait davantage serrer les freins, serrer le budget. Mais je pense que
le fait que deux acteurs importants sur la place sont présents dans le paiement fractionné, je pense que c'est facteur d'information aux consommateurs. Je pense que vous ferez les efforts suffisants et puis en cas de difficulté, de rechercher une solution. Oui, et le fait que le régulateur, on l'attend tous, précise les règles du jeu, précise quels acteurs doivent intervenir, précise les informations qu'on doit porter à la clientèle, précise les limites en nombre, en montant, ça nous semble très utile. On l'attend depuis longtemps. Et comme on est effectivement des acteurs respectueux et respectables, on a hâte que les règles du jeu soient fixées pour tout le monde. Oui, et j'imagine, effectivement, il y a le régulateur, mais je comprends que vous imposez aussi des pratiques voilà, qui sont presque en avance de phase d'une certaine manière pour s'assurer que le business soit voilà, oui. sain. Oui, et le régulateur nous interroge d'ailleurs sur les bonnes pratiques. Il y a une espèce de best-of là, qui court, sur lesquels on est, en ce qui nous concerne, mais je pense que vous aussi, très en harmonie. Oui, tout à fait. Et puis, encore une fois, c'est un produit, même s'il n'est pas nouveau, qui a connu un réel essor depuis 2 ans. 3 ans. Et en réalité, on innove aussi dans la manière d'être transparent, puisque ça fait partie des éléments de la directive européenne du crédit conso, un effort de pédagogie, de transparence, de communication au client final. Et par exemple, chez Django, dans toutes nos communications, on met un lien vers cet outil budget grande vitesse que décrivait Jean-Louis, qui est un outil très intéressant parce que plutôt que de calculer combien on peut emprunter, il permet de calculer le reste à vivre. Et l'exemple que je donne toujours, c'est quand on gagne 2 000 €, on a un reste à vivre très différent en fonction qu'on est un jeune étudiant qui vit seul, hébergé chez ses parents, ou un papa qui a 3 enfants à charge et qui doit trimer et calculer à l'euro, ou en tout cas en fin de mois. Et donc ça, c'est très important. Et ce travail de communication, d'échange, d'information aux clients, chez nous, on le fait déjà, avec l'aide évidemment de Crésus, et on sait que ça devient une norme de place. Oui, et donc après avoir répondu à la fin de la question de Marc, vous préparez ma transition, mais tout le monde a évoqué le terme éducation finalement, puisqu'il y a d'un côté les règles, les limites, c'est le rôle du régulateur, mais il y a aussi vous, agents et acteurs, qui pouvez contribuer à cette éducation financière du consommateur. Alors je sais que c'est des choses, Jean-Louis, que vous avez beaucoup regardé, vous l'avez dit, on est en France probablement un des rares pays où on est dans un pays tartuffe, hein. On aime l'argent, mais on n'aime pas en parler. Et je pense que notre rôle depuis 30 ans, c'est de renforcer l'éducation financière. On a des difficultés pour entrer à l'éducation nationale dans les classes, mais je pense que chaque citoyen, chaque jeune devrait savoir connaître l'écosystème et acquérir... Par exemple, 40% de nos concitoyens ne savent pas calculer un taux d'intérêt, ça paraît surprenant. Et comprendre l'écosystème dans lequel ils vivent, comment imposer des textes de loi sans que les citoyens aient une compétence de l'écosystème. Et chaque année, on forme 500 000 jeunes sur l'ensemble du territoire. On va numériser d'ailleurs le dispositif. La Banque de France est engagée d'ailleurs dans le programme d'éducation. Et je pense que c'est la mère des batailles pour réconcilier nos concitoyens avec le monde économique et leur donner les outils nécessaires pour, avant de souscrire un emprunt, se projeter dans l'avenir. Parce que le crédit, il y a une très belle définition que mon prof d'économie donnait, le crédit c'est un pari sur l'avenir et l'avenir est incertain. Voilà, et donc c'est un combat important d'aller au-devant des jeunes et des moins jeunes. Et bien, il faudrait commencer par Bercy, hein, mais là, le travail est considérable. Il y a un point qui a été évoqué aussi à plusieurs reprises, c'est le registre de crédit. Alors effectivement, la France figure sur la liste, pas forcément... Enfin, si on compare les gens qui restent sur la liste des pays non dotés, elle n'est pas forcément très enviable. Vous pensez aujourd'hui que c'est un frein au développement du crédit de manière générale, de votre business? Est-ce que c'est un réel manque? On l'a évoqué, est-ce que DSP2 est une partie de la réponse? C'est quoi votre point de vue sur ce sujet?
Alors, je peux démarrer. C'est un combat de 30 ans. J'ai échoué. Madame Lagarde avait d'ailleurs inscrit dans la loi. Ça ne réglera pas le problème du surendettement. Il peut y avoir un accident de la vie. C'est en fait un outil qui, lorsqu'on prend un engagement et on enregistre le crédit avant d'octroyer le 3e ou le 4e ou le 5e, de permettre d'avoir une symétrie d'information sur le marché. On n'envisagerait pas de faire un prêt à un entrepreneur sans consulter le FIBEM, hein, je pense. Madame Lagarde l'avait inscrit dans la loi, mais elle devait être précédée d'une commission. Et vous connaissez l'expression de Clémenceau, lorsqu'on ne veut pas faire un texte, on crée une commission. Et Benoît Hamon l'avait également gravé dans le marbre de la loi. La loi a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle était mal construite. Hein. Le législateur travaille trop vite. Hein. On veut toujours légiférer alors qu'il faudrait un peu regarder la société, se prendre un peu de temps. Mais je pense que le fruit est mûr. On devrait y arriver. Et j'espère que les opposants du registre des crédits, parce qu'il y a des opposants qui parfois ont des arguments légitimes, qui ont une place prépondérante sur le marché du crédit, mais ça permettrait une symétrie d'information, ça permettrait d'accélérer finalement l'accès au crédit, parce que le crédit, c'est l'oxygène hein, d'une société. Pour des jeunes, accéder au crédit, je suis favorable au crédit, vous allez me prendre pour un fou, pour une ONG, mais au contraire, ça permettrait d'élargir l'accès au crédit vers des populations où l'on travaille sur des scores. Hein, on a les meilleurs scores du monde, mais le score, c'est regardé dans le rétroviseur. Alors que là, un registre des crédits, avant d'octroyer un crédit ou lorsqu'on fait un BNPL, on l'enregistre, ça pourrait se faire instantanément parce qu'il ne faut pas, bien sûr, il faut que votre métier reste fluide, c'est essentiel. Donc je suis un défenseur depuis 30 ans d'échecs, mais je pense que le fruit est mûr, peut-être. De toute façon, mon adage, c'est il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, et la cause est bonne. Non, mais moi, je ne suis pas le législateur. Je dolinais de la tête parce qu'effectivement, en France, on est devenu, de par l'absence de ces fichiers positifs, on est devenu les rois du scoring. Donc, cette contrainte, et moi qui ai fait pas mal d'octroi, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir s'il a des crédits ailleurs, ça nous simplifierait la vie. On a, avec la statistique et la data, on a compensé ce handicap. Et ça nous a permis, un bel essor de la maîtrise des marchés du crédit au sens large. Hein. Les leaders européens sont des leaders français. Donc, on a compensé ce déficit. Après, effectivement, en tant que professionnel, et je ne me prononcerai pas pour le groupe BNP Paribas ou pour la Banque Postale, en tant que professionnel, c'est vrai que savoir si le client a plusieurs crédits, ça nous simplifierait la vie. Lorsqu'il a pris un crédit, de ne pas courir dans un autre établissement qui, lui, n'a pas l'information, qui risque de plomber votre propre créance. Mais c'est vrai qu'avec DSP2, maintenant, on a accès à l'information, donc le combat sera peut-être gagné, mais on a trouvé des solutions de contournement avec le consentement du client qui fonctionnent assez bien. Et alors, justement, par rapport à ces pratiques de scoring où effectivement la France est plutôt exemplaire, alors je ne voudrais pas forcément faire une opposition qui n'aurait pas lieu, mais il se pose aussi la question de l'inclusion et ça permet de refaire le lien avec le BNPL, puisqu'aujourd'hui, quand on pense crédit, effectivement, on pense fiche de paye, relevé d'imposition, et finalement, le super dossier, c'est le CDI, voilà, qui a des comptes équilibrés. Et donc, d'une certaine façon, ça exclut un certain nombre de personnes du marché du crédit, personnes qui par ailleurs pourraient être solvables et éligibles. On peut penser aux chômeurs, mais on peut penser à des gens qui auraient choisi des parcours de carrière qui d'ailleurs sont de plus en plus fréquents, hein, qui sont en dehors des schémas CDI, entreprise solide. Dans quelle mesure le BNPL, justement, du fait qu'il est sur un scoring plus light, contribue aussi de cette inclusion, en fait? Alors, je pense qu'il faut quand même rappeler que le BNPL, c'est moins de 90 jours. Donc en réalité, ces parcours fluides, ces parcours ultra rapides, ils sont aussi proportionnés à la taille de l'encours. C'est-à-dire qu'effectivement, le BNPL va permettre d'adresser un autre type de clientèle parce qu'en réalité, on va s'endetter pour 3 mois.
C'est ça la vérité. Et puis, surtout, comme le disait très justement Marc, on paye un tiers ou à minima un quart de son échéance dès le moment de l'achat. Donc, en réalité, grâce à la DSP2 notamment que vous avez citée, qui nous permet d'avoir une vision avec le consentement du client beaucoup plus fine de sa situation financière, beaucoup plus exacte même que du déclaratif, qu'une fiche de paie, etc. Parce qu'encore une fois, il y a ce qu'on gagne et puis il y a aussi comment on dépense. Et donc, grâce à ces outils DSP2 et grâce au fait que l'encours soit très court, en réalité, on peut tout à fait s'adresser à d'autres types de clients. Et en ça, c'est aussi effectivement un produit qui peut donner de l'oxygène. C'est un produit qui peut être ouvert à d'autres types de populations et c'est donc un produit important. Oui, clairement. Moi, j'ai toujours vécu, c'est un produit inclusif. On le voit bien avec les acteurs avec lesquels on travaille. Souvent, à la tombée des allocations chômage ou des minima sociaux, c'est les plus grosses journées parce que c'est le moment où des chômeurs qui touchent des allocations, donc qui ont les moyens de payer, veulent faire leurs courses. Et c'est là le Buy Now Pay Later leur apporte une solution auquel ils n'auraient pas accès s'ils cherchaient à souscrire à un crédit traditionnel. Et effectivement, tous les nouveaux... les freelances, tous les auto-entrepreneurs, toutes ces activités nouvelles qui ne sont pas adressés par les scores traditionnels du crédit conso, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, nous permettent d'être adressés par le BNPL. Et tu as raison de dire que ça tourne en 90 jours. Et c'est ce qui fait que les scores apprennent très, 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 très vite et s'adaptent très vite aux changements. Donc ça regarde dans le rétroviseur, mais dans le rétroviseur en temps réel. Donc c'est vertueux. Il n'y a pas beaucoup de défauts en termes d'inclusion du moment que on n'accepte pas 100% de la clientèle qui nous est proposée dans leur intérêt. Ça me permet de préciser, parce qu'il y a eu tellement... Moi, j'ai travaillé sur ce dossier depuis 10 ans. Pendant 7 ans, personne ne comprenait ce qu'on faisait. Et puis, depuis 3-4 ans, on n'arrête pas de parler du BNPL. Donc, il y a beaucoup de fantasmes qui s'exercent sur le sujet. Et j'ai à nouveau perdu ce que je voulais dire. Mince, j'ai trop... Alors, je vais juste ajouter, Marc va retrouver ce qu'il va dire, mais je voudrais aussi rajouter une chose. C'est que le BNPL, globalement, 8 fois sur 10, nous c'est ce qu'on constate en tout cas chez Django, c'est offert par le commerçant. Donc il n'y a aucun coût. Donc en réalité, entre un découvert, on va avoir des frais de dépassement, des frais de rejet, etc. Et un BNPL, et un BNPL qui est offert par le commerçant, en réalité sur l'inclusion, il n'y a pas photo. Ce qui coûte le moins cher, c'est le paiement en plusieurs fois. Tu as eu raison de venir à mon secours. Le modèle économique du BNPL, et Jocelyne le confirmera, il repose sur le fait que les clients payent. J'ai lu des sujets où on disait non, le modèle, il est sur les impayés. Pas du tout. On connaît bien tous les deux les équilibres économiques. On a un intérêt, enfin tout le monde a un intérêt à ce que les clients payent bien. Donc on a intérêt à accepter des BNPL sur des clients qui peuvent payer. Sinon, ça ne fonctionne pas du tout. C'est l'occasion de le répéter une nouvelle fois. Oui, c'est un point important parce qu'il peut y avoir le mythe de clientèle fragile, peut-être plus rentable, mais on n'est pas sur un produit directement douteux. Donc effectivement, il y a intrinsèquement une mécanique vertueuse. C'est des sujets que vous regardez aussi, Jean-Louis, l'inclusion au-delà du BNPL et comment travailler pour rendre le crédit plus accessible. Et améliorer l'information aux consommateurs, qu'ils puissent prendre conscience que c'est un engagement sur 3 mois, hein, et peut-être l'orienter aussi vers des produits plus durables. Le risque qu'on voyait, c'est qu'il y ait à une période extrêmement complexe, qui est au plan moral une surconsommation inutile. C'est le sujet que nous portons. On le voit dans certains dossiers, une accumulation d'engagements qui ne sont pas toujours dus au crédit. Hein. C'est parfois des difficultés structurelles de certains ménages qui sont en bout de course. Hein. Mais je pense améliorer l'information. Moi, je reste favorable à la mise en œuvre parce que le BNPL ne règle pas tout le problème du financement de nos concitoyens qui, demain,
vos devoirs. Vous savez, les zones ZFE, on nous annonce que dans certaines villes, on ne pourra plus circuler avec des critères 5, ça paraît légitime, mais remplacer ces véhicules, si vous êtes au chômage, vous accédez difficilement au financement d'un véhicule de remplacement. Il y a un problème ce qu'il faut freiner, il faut conjuguer, je dirais presque, dans notre société, à la fois cette opulence qui nous est offerte avec une certaine frugalité, retrouver la consommation raisonnable et le crédit responsable. Je pense que vous allez nous apporter les garanties de cela. Mais je pense qu'au niveau de l'inclusion, il y a des efforts à faire en matière d'information du citoyen, lui offrir les moyens de se rendre compte qu'il va falloir programmer ces échéances et éviter de les cumuler. Et je reste convaincu que le registre des crédits, même si la DSP2 apporte du progrès et permettrait de mettre plus de responsabilité, plus de symétrie, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont moins soucieux que vous. Hein, il ne faut jamais l'oublier. On a eu des abus dans les pays anglo-saxons, mais on a toujours une autre approche du crédit que le peu de concurrence qui a voulu s'installer du Royaume-Uni est reparti en courant. Parce que, Juste sur une consommation responsable, je m'empresse de dire, c'est peut-être pas évident, que nous, 7% de notre activité de paiement fractionné se fait dans l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on permet à des clients d'accéder à des biens recyclés ou même parfois même du crédit des ventes en C2C, de consommateur à consommateur, et on apporte une solution de paiement fractionné qui permet de recirculariser, de recycler. Donc c'est pas que de la consommation à tout crin. Je sais que certains acteurs qui ne sont pas là ici ne font pratiquement plus de BNPL et font maintenant c'est des shopping apps qui sont très orientés sur la mode, la consommation. Nous, on pense que notre métier, c'est d'être en retrait. On n'est pas très connu, on apparaît très peu, on apporte juste une solution au moment de l'achat aux clients et aux marchands, et on n'est pas là pour faire du prosélytisme et pour inciter à une consommation excessive. Je tenais à le souligner. Oui, parce qu'on parle beaucoup du produit financier, mais ce produit sert finalement à acheter. Donc finalement, est-ce que vous n'avez pas aussi un rôle sur, en excluant peut-être certaines catégories au-delà, on va dire, du pur risque financier pour piloter une consommation plus responsable, plus durable? C'est des choses que vous regardez. Je comprends que vous n'allez pas forcément en amont, c'est pas votre métier. Mais du fait même des règles que vous vous fixez. Oui, alors chez Django, on a pris une position qui est assez forte. Hein. On refuse de fractionner l'alimentaire du quotidien. Donc, vous ne pourrez pas faire un paiement en plusieurs fois Django pour vos courses, parce qu'on estime que ça viendrait abonder dans une spirale de fragilité. Voilà. Des initiatives, non. Alors je vois l'heure qui tourne parce que j'aimerais pas terminer forcément sur Pay Later, mais peut-être parler, si on se donnait une vision plus prospective, c'est quoi les prochains enjeux quand on parle du paiement fractionné? Est-ce que finalement c'est des choses qu'on va regarder dans une approche B2B, parce que c'est un produit qui peut peut-être s'appliquer à des consommateurs qui pourraient être des petites entreprises ou autres, qui peuvent avoir des besoins similaires? Quelle est finalement votre vision sur les prochaines grandes étapes du Buy Now, Pay Later? Alors nous, l'entreprise, on ne peut pas tout faire. Hein. Donc on s'occupe de fournir une solution aux marchands et aux fintech pour servir les clients. En France et maintenant en Europe, donc on se déploie dans beaucoup de pays, mais on se concentre sur le client, le particulier. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'il y a ce succès-là qui a été imposé par les consommateurs. Il faut le rendre encore plus universel et plus sécure. Donc on travaille beaucoup à l'universalité de ça, et il ne faut pas que le paiement fractionné, on le retrouve que chez certains marchands qui proposent le Buy Now Pay Later. Il faut qu'il soit partout, et dans une logique d'une saine gestion budgétaire, on travaille avec différents acteurs et nous-mêmes d'ailleurs pour pouvoir proposer sur la base de données agrégées aux clients, après son achat, de façon raisonnable, de pouvoir, en remontant juste sur ces achats du mois, se dire ceux-là, je vais avoir du mal à passer, je les étale. Et cette universalité, maîtrisée par le client parce qu'elle est sur son téléphone, donc le digital pèse lourd dans nos projets et dans l'évolution du produit, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup.
Pareillement chez Django, je pense que on a tous les mêmes enjeux. Comme ma marque, je pense effectivement que c'est un métier de spécialiste. Donc nous, on est focalisé effectivement également sur le consommateur, servir les marchands pour les consommateurs. Et donc Django va commencer son développement à l'international l'année prochaine, et notamment en Europe du Sud. Excellent. Belle perspective. Jean-Louis, peut-être un dernier mot dans l'idéal de consommer différemment. On voit qu'on travaille sur le recyclé. Je pense qu'il faut y avoir la transposition de la directive. Elle n'est pas encore votée, ça prend du temps. Mais je pense qu'il faut trouver une juste proportion. Il ne s'agit pas de brimer ou d'alourdir le process. Et en même temps d'apporter des garanties suffisantes pour éviter des dérives. Et je pense qu'on peut vous faire confiance pour le faire. En tous les cas, vous avez notre confiance. Et le jour où on aura des difficultés, on échangera sans passer par des lois. Voilà. Dans ce cas-là, on se revoit dans un an pour voir ce qui est sorti de la directive et comment on a ajusté. Avec plaisir, oui. Merci à tous. Très bel échange. Merci, Christian. Merci au public.